Ça y est, on a eu le go officiel de lancement. Donc bonjour à tous, merci d'être parmi nous aussi nombreux. Oui. C'est bon? Ouais, d'accord. Donc bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Je suis Alexandre Lecht, cofondateur de EdTech et président. Et je suis Mathieu Massé, je suis directeur technique et produit d'EdTech, cofondateur avec Alexandre. Est-ce que c'est possible de monter encore un peu son son? Non, on est au maximum, il faut vraiment que tu cries, ok? Tu cries. On a décidé d'aborder une thématique qui est très complexe, qui est l'éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que c'est un sujet qui nous a été demandé énormément de fois, c'est un sujet qui fait énormément débat et pour lequel on considère qu'il y a énormément d'informations sur lesquelles on a besoin de communiquer quand on utilise ce type de technologie. C'est pour ça qu'on a souhaité vraiment adresser cette thématique aujourd'hui avec vous. Alors, petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est EdTech, c'est une plateforme qui va regrouper le meilleur de la technologie et de l'expertise humaine. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition ce qu'on appelle une IA pédagogique, et on va vous expliquer ce que ça veut dire, pour aider à concevoir et à produire des modules de formation. Et on met à disposition également une marketplace de freelance qui va vous aider en fait à externaliser des projets de formation. Donc avec notre plateforme, vous pouvez avoir accès à l'un, à l'autre ou aux deux pour pouvoir vous aider à concevoir et à produire, assister du meilleur de la technologie et du meilleur de l'expertise humaine. Les gros sujets qu'on va voir ensemble, enfin assez rapidement parce qu'on n'a que 20 minutes, c'est les domaines d'application de l'intelligence artificielle et puis ce que ça représente aussi ce secteur. Donc on a voulu mettre des chiffres qui nous parlent beaucoup, qui sont le chiffre d'affaires de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la formation en 2022. Donc on voit 1,6 milliard de dollars et il est estimé à 10 fois plus, quasiment 13 milliards pour 2032, c'est demain, quand on parle de l'utilisation de l'IA. Et qu'est-ce qu'on veut dire par utilisation de l'intelligence artificielle dans la formation? On a voulu simplifier en mettant 3 grandes catégories de l'utilisation qu'on va pouvoir voir ensemble. Utiliser l'IA pour analyser des documents, donc les bases de travail, c'est quelque chose qui nous permet d'aller extrêmement vite et on expliquera comment, mais surtout comment le faire de manière extrêmement éthique. Et encore une fois, pour toutes les questions complexes, c'est à Mathieu, n'oubliez pas, c'est à Mathieu que vous les posez. La partie ingénierie pédagogique, au milieu, c'est ce qui va nous aider à faire de la stratégie de formation, du séquencement, de choisir quelles sont les activités qu'on va développer en utilisant notre solution. Et pour terminer, la thématique qui a été abordée le plus tôt en fait, dans le secteur de la formation, c'est l'adaptatif. C'est comment utiliser l'IA pour faire en sorte que les contenus s'adaptent en fonction de l'apprenant. Sauf que ce qu'on a décidé de faire, c'est de commencer de l'autre côté. C'est-à-dire que pour nous, pour faire de la formation adaptive, il faut que le contenu soit conçu pour ça. Donc on a fait en sorte d'analyser l'existant, de travailler sur l'ingénierie pour qu'ensuite la restitution puisse être faite de manière la plus intelligente possible. Donc ce sont les 3 grandes catégories sur lesquelles on travaille avec nos solutions d'intelligence artificielle. On rentre directement dans le sujet de l'éthique en parlant de la Commission européenne. Je t'en prie, Mathieu. Exactement. Alors, vous en avez certainement entendu parler, c'était un projet qui tramait depuis longtemps. Le 8 décembre 2023, officiellement, la Commission européenne a dit « c'est bon, on s'engage ». Il y a des projets, il y a des PDF, d'ailleurs vous pouvez les faire lire par une IA, ça va être assez drôle. Des PDF qui expliquent un peu les démarches qui vont être mises en place, quels vont être les critères qualité, quels vont être les enjeux. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que ça a fait beaucoup de bruit et c'est surtout que ça a réveillé des petits problèmes chez ceux qui savent qu'ils ne seront pas en mesure assez rapidement de rentrer dans les clous et ceux qui ont déjà prévu le coup et qui vont pouvoir tenir la route. Il y a plusieurs enjeux. Il y a axé sur l'excellence, la confiance et la transparence en termes de modèles de données. Donc là, on va avoir des modèles d'IA qui vont être notamment open source, donc qui sont auditables, donc on peut vérifier un peu les données. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui va être les chartes éthiques au niveau de la Commission européenne, donc avec le principe de respect des droits fondamentaux, avec le principe de sécurité, la non-discrimination, la transparence et la maîtrise par l'utilisateur. C'est beaucoup d'enjeux. Et ce sont énormément de risques pour une entreprise si toutefois on repose sur une IA qui ne respecte pas ces critères-là. Alors la Commission européenne a décidé de mettre une flèche pour évaluer les risques, du risque minimal au risque inacceptable. D'accord ? Et ça donne quoi si on utilise des IA qui ne sont pas éthiques? Est-ce que tu as des exemples?
Alors, on peut avoir des exemples. On va avoir, déjà, si vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui n'est pas éthique. Déjà, c'est une question, déjà rien que ça, c'est une question de point de vue. La Commission européenne va devoir statuer en mettant des critères en face, des critères d'évaluation. Maintenant, quand on part sur le premier point qui est l'excellence, la confiance, la transparence, c'est ne serait-ce que sur quel corpus d'informations a été formée cette intelligence. Si on prend le cas de l'IA chinoise de Baidu, vous lui demandez qui a été le premier aviateur, c'est un Chinois. Si vous demandez à ChatGPT, c'est un Américain. Et si vous demandez à Mistral, c'est un Français. Et en fait, d'un point de vue totalement subjectif, aucune n'a tort. Parce qu'en Chine, dans l'éducation à l'école, on apprend que c'est un Chinois. Aux États-Unis, on apprend que c'est un Américain. Et en Europe, on apprend que c'est un Européen. Donc aucune n'a tort, c'est simplement le corpus qui a servi à entraîner cette IA qui fait foi dans sa mémoire. Mais toi, est-ce que tu as des exemples de génération par IA ? Ben, on a voulu prendre des exemples qui parlent énormément, qui ont fait beaucoup de bruit sur les réseaux, mais je pense que vous avez peut-être dû voir. Vous connaissez certainement Midjourney, qui est une des IA les plus répandues pour la génération d'images. Et on a pris l'exemple de nous générer une photo d'un mariage en France. Ça donne cet exemple-là pour un mariage en France, donc c'est très intéressant. On voit une photo d'un couple très heureux avec beaucoup d'amis autour. Et après, on lui a demandé de faire un mariage en banlieue en France. Ça nous a donné ça. Et là, on s'est dit qu'il y a un problème, que c'est pas vraiment ça, les banlieues en France. Et donc, l'entraînement de l'IA est forcément biaisé. Donc, on l'a vu dans les précédents, dans la liste de la Commission européenne, ce que peut générer en fait justement des biais cognitifs autour de l'IA. Donc, évidemment, pas bien, non, ça c'est pas éthique, ça ne respecte pas les principes qui ont été listés avant et on a de la chance d'être en Europe pour ça, parce qu'en Europe on a justement une protection de la donnée et de la propriété intellectuelle, mais également ça c'est pas bien parce qu'on n'a pas les sources et on ne sait pas sur quelles images ça a été entraîné et donc on n'a pas cette notion de propriété. Je ne sais pas ce que tu en penses Mathieu, parce que moi j'étais tombé dans le panneau aussi sur la première. On peut tomber dans le panneau et en parallèle de ça, il y avait eu aussi un cas il y a quelques années aux États-Unis où il y a une police américaine qui se reposait sur une société d'IA pour pouvoir prévoir les crimes. Et une solution IA fantastique, c'était très beau sur le papier. Et puis ils se sont aperçus au bout de quelques mois qu'en fait cette IA elle était raciste. Pour une raison simple, c'est que ça se basait sur un corpus historique de cet État et historiquement, on arrêtait beaucoup plus de Noirs américains, de Mexicains que de Blancs. Donc par défaut, l'IA avait un corpus qui n'avait pas été analysé, en tout cas par des analystes spécialisés, et qui n'ont pas pu détecter que ça allait être une source de biais. Alors qu'est-ce qu'on fait nous en Europe face à ça? Est-ce qu'on a quelque chose qui nous prémunit de ces sujets? Alors, n'hésitez pas à poser des questions en temps réel. Excuse-moi, je te coupe Mathieu. Je vous amène le micro et comme ça au moins on peut interagir. C'est sympa comme ça. Alors, il y a plusieurs initiatives qui permettent de relever ce défi-là. La plupart sont des initiatives qui sont au niveau européen. Il n'y a pas une société toute seule qui peut relever le défi. Enfin, on va pas se leurrer, on va pas se mentir. Il y a deux gros enjeux et dans le milieu de l'éducation, il y a un gros projet ici qui est Prometheus X. C'est la verticale éducation du projet Gaia X au niveau européen sur l'interopérabilité de la donnée, l'interopérabilité des services. Et Prometheus a un engagement, d'ouverture et d'open source, et d'interopérabilité de la donnée. Ce qui permet en fait que tous les acteurs qui participent à cet effort collectif Prometheus, c'est un collectif européen, on est vraiment beaucoup de sociétés en Europe, de montrer patte blanche sur l'intégralité du périmètre de l'IA, du transfert de données et du calcul de tout ça. EdTech, nous, on est en tête de proue là-dessus sur deux sujets, la gestion de la compétence et l'interopérabilité de la donnée. L'interopérabilité de la donnée, ça va être si je commence à créer quelque chose sur un système, qu'ensuite je veux le transférer sur mon LMS, et puis ensuite je vais avoir les données apprenantes qui vont être transférées sur un LRS ou un LXP, etc. C'est comment est-ce que cette donnée elle est transférée de manière totalement sécurisée, en respectant les données personnelles de l'utilisateur et en respectant son droit à l'oubli également. Et donc concrètement chez EdTech, si on prend les trois grandes étapes du cycle de vie d'une formation, qui sont la conception, puis la production, puis l'export, ça veut dire quoi en termes de données? Il se passe quoi? Elle arrive où? Explique-moi un petit peu techniquement. Alors en fait,
il y a beaucoup de solutions qui permettent aujourd'hui de fournir des documents sources pour ensuite que l'IA elle absorbe vos informations et elle puisse les restituer d'une autre façon. Le premier exemple, c'est ChatGPT où vous pouvez maintenant uploader des documents et lui dire fais-moi un résumé du document. Ça, c'est formidable parce qu'en fait, au moment où vous avez uploadé le document sur ChatGPT, il a récupéré toutes les informations et donc votre document qui était confidentiel, maison, brevet, etc., brevet, plus rien du tout. Donc, mais toutes les solutions le permettent désormais. Il y a plusieurs approches. Nous, on a fait un choix et là, c'est une démarche qu'on appelle Ethic First. Toute fonctionnalité développée est d'abord réfléchie de manière éthique et sécurisée avant même une ligne de code. C'est ce qui fait que ce travail permet de sécuriser dès le début, mais ça implique un peu plus de réflexion, un délai de développement et de déploiement un peu plus long, mais par contre, c'est respectueux des valeurs, en tout cas, qui nous concernent. Donc, pour faire tout ça, on fait quoi? On utilise des serveurs en Europe, 2, une IA française et européenne, et 3, on a un engagement qui est assez fort, c'est le principe simple de vous uploader un document, il est absorbé par le modèle d'IA, il est stocké dans la base de données, et le document est directement supprimé du serveur. C'est-à-dire que pas de risque de hack, de ceci, cela. On n'a pas besoin de conserver le document, ça sert à rien, c'est de l'espace de stockage, c'est de l'énergie, c'est des risques. Donc l'IA apprend directement. Et ensuite, une fois que vous avez fini de créer votre module, vous pouvez lui, en un seul clic, lui faire oublier l'intégralité du contenu de ce document. Parce qu'en fait, vous avez créé votre module, elle n'a plus besoin de savoir comment est-ce que cette molécule est produite dans votre entreprise. C'est quelque chose de spécifique, de privé. Et par-dessus tout ça, ce qu'on fait, c'est justement dans nos systèmes, nous, on n'a pas pour objectif de vendre une IA. C'est-à-dire de vous donner un chat où vous allez chatter avec une IA qui va vous apprendre tout plein de choses. On produit une IA qui vous aide à concevoir des contenus de formation. Et donc, en fait, cette IA, tout au long de ce processus-là, nous, on l'entraîne à être concepteur pédagogique, conceptrice pédagogique. D'accord? Donc, en fait, tout notre intérêt, c'est que l'IA, elle soit incapable de savoir ce qu'est le RGPD, incapable de savoir ce qu'est une molécule, et qu'en fait, elle aille directement questionner un autre modèle qui se comporte comme un expert pour lui poser les questions. Aujourd'hui, un ingénieur pédagogique, lorsque vous avez une commande d'un client, d'un commanditaire, que ce soit interne ou externe, vous allez d'abord avoir une première phase qui va être interviewer l'expert pour obtenir les informations, parce que je ne suis pas expert sur le sujet, donc je ne vais pas me partir sur un biais. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, on parlait de l'éthique. Si j'ai besoin de faire une formation sur l'éthique, en fait, si je passe par ChatGPT, il a sa propre définition de l'éthique et il n'ira pas questionner un expert pour lui dire qu'est-ce que l'éthique. Il se basera sur ce qu'il a appris déjà auparavant, donc le corpus américain. Si je demande à Mistral, ce sera une autre définition, et si je demande à Baidu, ce sera totalement différent. Donc dans cette approche, à chacune de ces étapes-là, l'IA est simplement là pour vous accompagner, pour vous booster, pour aller plus vite dans ce que vous faites, mais à aucun moment, elle est là pour devenir plus intelligente et acquérir les compétences de l'expert. Je vous avais dit, on n'arrête plus quand on lance le sujet de l'IA. On avait prévu initialement de nous faire une démonstration et ensuite on s'est rendu compte que notre stand il est là. Donc on s'est dit que ça serait quand même beaucoup mieux. On est en P42 littéralement à 5 mètres derrière vous et on a préféré se dire on va en réalité, si vous voulez faire une démonstration vraiment, venez avec plaisir et ça sera personnalisé, mais plutôt garder un temps pour les questions parce que c'est le moment que j'attends énormément. C'est le moment des questions sur l'éthique. Oui. De l'IA. Donc à vous maintenant la parole. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et je vais me déplacer pour vous donner la parole. Du coup, par rapport à tout le discours que vous venez de tenir, je m'étonne de voir sur la slide précédente Google Classroom. Alors, Google Classroom, c'est simplement l'outil de diffusion de la formation. Comme vous pouvez avoir un LMS, RiseUp, Cornerstone ou autre, il y a des entreprises qui se servent de Google Classroom pour diffuser leur formation. C'est simplement que votre module de formation, vous l'exportez en SCORM, après vous le diffusez sur l'outil que vous voulez. Nous, on ne consomme pas Google Classroom, on n'est pas du tout connecté. C'est comme si je vous disais, on vous génère un PDF et vous le stockez sur Google Drive, par exemple. Dans une autre conférence que vous avez fait, vous avez mentionné que c'était comme si une IA conceptrice questionnait à une IA expert et qui se répondait, et c'est comme ça qu'il crée le contenu. Mais du coup, l'IA expert, c'est un expert français si on reprend les idées que vous avez dit? Alors, justement, nous, on a une démarche qui est très innovante. C'est en fait,
on crée des modèles qui vont se comporter en fonction de leur métier. Donc on a une IA ingénieure pédagogique, donc elle ne connaît rien sur rien, elle sait juste faire de la pédagogie, par contre ça elle sait très 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 bien le faire. Et après on a un modèle qui se comporte comme un expert métier et qui lui va se baser uniquement sur le corpus documentaire que vous allez lui fournir pour créer ce module-là. C'est-à-dire que vous allez lui fournir des informations et ce sera son unique source d'apprentissage sur ce sujet-là. Uniquement ça. Donc en fait, au moment où vous allez vouloir créer un module de formation concernant, alors je vais dire par exemple l'électricité, l'attention. Voilà, l'attention en électricité. Si vous êtes chez EDF et que vous avez une définition bien précise de l'attention de la manière dite par EDF, eh ben c'est uniquement ça que le modèle expert connaîtra parce que c'est les documents que vous aurez fournis. Et pas un biais qui aura été appris par un autre corpus à l'étranger. Je continue. S'il y a, du coup, il manque dans le PDF, c'est pas mentionné la définition. Est-ce qu'il la crée en fonction de ce qui est donné ou est-ce qu'il va mentionner qu'elle n'est pas disponible? En fait, lorsque le modèle ingénieur pédagogique va venir discuter avec l'expert, si l'expert n'a pas l'information, il dira « je ne sais pas ». Et à ce moment-là, si toutefois, au bout de plusieurs itérations de discussion, l'ingénieur pédagogique n'arrive pas à produire un contenu, et ben en fait, on aura un retour disant on n'a pas suffisamment d'informations dans le corpus documentaire pour traiter les objectifs et les thématiques qui ont été listés dans le cadrage pédagogique. Et auquel cas, fournissez des documents supplémentaires pour couvrir telle notion. Très bien. Merci beaucoup pour ces 2 questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et vraiment, lâchez-vous. Il est là pour répondre à ça. Il est sur scène. Il ne peut pas sortir. Oui. La notion d'éthique, c'est une notion large. Si on prend par exemple un sujet récurrent, l'environnement, comment vous traitez ça d'un point de vue éthique, par exemple? Alors, l'environnement dans l'usage de la plateforme ou l'environnement pour l'IA? L'environnement au sens bouleversement climatique et tout ce qui va avec, parce qu'on sait que l'IA consomme énormément de données. Et il y a beaucoup de critiques sur le fait que est-ce que l'IA va tenir en sachant qu'il faut des serveurs hyper puissants, des calculateurs hyper puissants, ça stocke beaucoup de données, il faut énormément de données pour l'entraîner. Enfin, c'est quand même. Donc c'est le premier cas d'usage, c'est l'usage de l'IA d'un point de vue écologique, etc. Nous, on a une approche qui est assez simple, c'est on veut réduire au maximum l'usage de l'IA, même si on la propose partout sur notre outil. En fait, c'est assez simple. Plutôt que de proposer un chat où vous allez itérer sans arrêt, faire des conversations, chaque fois que vous envoyez un nouveau message à ChatGPT, c'est un verre d'eau que vous avez mis à bouillir. Voilà. Donc, et à chaque fois que vous envoyez un nouveau message, c'est l'intégralité de la conversation qui est renvoyée. Donc vous multipliez, ça devient exponentiel, c'est un calvaire. Sur la plateforme, ce qu'on fait, c'est faire en sorte que l'utilisateur reste au centre de la conception et donc de faire en sorte que les algorithmes traités par l'IA, les algorithmes statistiques et l'IA, produisent le bon contenu dès le premier coup. Et ensuite, c'est à l'humain de venir itérer et modifier pour pouvoir toujours être au cœur de la conception. Et on va être très franc, très clair. Plus il y a de la consommation de l'IA, plus il y a des coûts pour nous, qui sont ensuite répercutés chez le client. Si vous passez sur le stand et que vous apprenez le tarif, vous allez comprendre qu'on essaye de faire vraiment le minimum du minimum. On optimise absolument tous les algorithmes, justement pour éviter tout ça. Et ensuite, il y a une autre approche, c'est que faut pas réinventer la roue, quoi. Donc il y a des modèles qui existent, qui sont open source et qui du coup sont entraînés une fois et utilisés ensuite collectivement par tout plein de monde. Donc avoir des initiatives où tout plein vont dire nous on crée notre propre modèle et nous on entraîne notre propre modèle et nanana, arrêtons de tous se faire plaisir, partons de modèles qui sont très bien déjà et venons simplement les recadrer pour couvrir notre besoin. Ça évite d'avoir des dépenses énergétiques d'entraînement colossales, justement les supercalculateurs, etc. Juste une petite question en fait. Moi je me posais la question sur vos clients en fait. Le client standard, ça va être les centres de formation, c'est ça ou Alors nos clients, ça va être des ingénieurs pédagogiques freelance, okay. Des centres de formation, des universités d'entreprise ou même des départements RH de toutes petites TPE qui veulent commencer à faire des premiers modules de formation. Et c'est en ça qu'on a voulu un tarif qui soit vraiment très attractif pour que ce soit la TPE ou le très grand groupe, donner la même force de frappe à tout le monde
parce que justement on essaye d'optimiser au maximum et montrer une empreinte énergétique minimum. C'est bon, tu tiens le coup? C'est bon. Bon, bah, ça veut dire que vous pouvez vous lâcher encore. Allez-y. Est-ce qu'à terme, l'Union européenne a prévu de créer un label pour repérer ce qu'on appelle une IA éthique, d'une IA qui n'est pas considérée comme étant éthique? Alors ça c'est une très bonne question, parce que c'est dans les projets. Allons voir s'ils arriveront à le faire, mais nous on milite pour ça. Voilà. Après, c'est comme tous les labels, encore faut-il qu'ensuite la communication soit faite et que les entreprises soient clientes de ce label. On va pas se mentir, faire quelque chose d'éthique, et notamment dans la définition de la Commission européenne, ça veut dire qu'il y a déjà faire quelque chose qui soit auditable. Donc ça veut dire faire des développements supplémentaires pour pouvoir permettre d'auditer la solution. Ces développements, ça coûte du temps, ça coûte de l'infrastructure, et donc forcément une solution qui sera éthique coûtera un peu plus cher qu'une solution qui ne le sera pas. Donc là, il faudra aussi que les entreprises françaises, européennes s'engagent là-dedans, s'il y a un label, pour que vraiment tous se ruent dessus. Alors, il y en aura plusieurs des solutions qui auront ce label, mais il faut vraiment que, voilà, que ça fonctionne. Comme le label rouge, quoi. Je sors un peu du contexte éthique, mais je me posais des questions. Par exemple, avec ce genre d'IA, on gagne du temps, mais on gagne combien de temps? Alors je vais prendre l'exemple, on a une freelance la semaine dernière, conceptrice pédagogique, qui avait une formation à faire pour un client sur le RGPD. Elle nous a appelé en disant j'aimerais bien essayer du coup d'utiliser la plateforme parce qu'il y a un an j'avais dû faire ce même module pour un autre client et là je vais l'utiliser en considérant que je ne sais rien sur rien. Elle a mis le document de la CNIL et en l'espace d'1 heure, elle avait ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait produit en un peu plus de 3 jours l'année d'avant. Par contre, elle a été très claire. Elle m'a dit ça me fait pas gagner du temps en fait. Ça me permet de recentrer ce temps sur ma valeur ajoutée, ce qu'une IA ne pourra pas faire. De dire que compte tenu de ce contenu qui va être adapté pour tel client, voici le bon moyen de diffusion, voici les bons médias, voici la bonne illustration. Mathieu, je viens de me faire tirer les oreilles parce qu'il y a eu pas mal de questions et on a déjà empiété. On est juste, alors déjà on va rester juste à côté ici si vous avez vos questions, les deux autres qu'on a identifiés et puis sinon le stand est en P42. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.